Le 21 novembre 2019, une vingtaine d'acteurs se sont réunis à Riom dans le cadre de la 3e journée du réseau des praticiens territoriaux. En partenariat avec le conseil départemental du Puy-de-Dôme et la chaire Interaction d'AgroParisTech, cet événement a été l'occasion de s'interroger collectivement sur la place des politiques culturelles dans les transitions territoriales et les changements de pratiques que rencontrent les professionnels aujourd'hui. Ces dernières années, on assiste à un grand mouvement de recomposition territoriale. De nouvelles régions apparaissent, des intercommunalités plus importantes se forment, les métropoles émergent et les territoires ruraux doivent trouver leur place dans ces nombreux changements institutionnels. La réforme territoriale, les réformes territoriales ont vraiment changé le positionnement des institutions et en particulier du département. Donc on va dire qu'on en a parlé ce matin, mais c'est vrai qu'il y a une relation de confiance qui se fait, qui est établie avec à l'échelle, on va dire, locale ou intercommunale, hein, c'est la question. Et c'est aussi comment on travaille avec les différentes institutions. Nous, par exemple, on a un groupe de travail où on travaille très régulièrement avec les services de l'État, la DRAC, l'Éducation nationale, la DRAF, mais aussi la région, nos collègues de la région et les EPCI autour des projets des EPCI. Et donc c'est comment on peut travailler ensemble pour permettre une complémentarité et avoir des réponses différentes mais qui vont étoffer et accompagner un projet local. Cette phase d'adaptation à de nouveaux périmètres administratifs, à une nouvelle répartition des compétences entre collectivités, pose la question du positionnement des politiques culturelles dans ces dynamiques de reconfiguration. Cela est d'autant plus fort au sein de territoires ruraux, dont l'identité a été fortement ébranlée par ces changements. Sur les territoires, dans les collectivités locales, il y a de plus en plus de compétences qui sont prises. Donc il y a une tendance à un additionnement de compétences les unes à côté des autres. Et c'est vrai que la culture a cette possibilité d'offrir des transversalités, et de pouvoir permettre à des politiques publiques de se connecter, à des services publics de travailler ensemble. Parce que il y a un dénominateur commun dans les actions culturelles qui s'adressent aux populations, sur le vivre ensemble et qui peut permettre de sortir des sectorisations. Et si au départ la culture arrive comme une institution dotée de moyens, de capacités et d'une espèce d'autorité, il sera très difficile pour l'élu d'en faire une force d'intervention sur son territoire. Alors même qu'un élu local, en tout cas ceux avec qui je travaille, ont bien senti à quel point c'était essentiel dans le cheminement de leur réflexion sur les besoins des territoires et les réponses à y apporter, que c'est par un prétexte culturel que se crée une occasion pour eux de garder le lien avec leurs racines, en fait, tout simplement. Les collectivités locales placent de plus en plus l'action culturelle comme un pivot, une politique transversale de l'action publique. Les intervenants de la journée témoignent d'ailleurs d'actions et de nouvelles pratiques en synergie avec les acteurs institutionnels, régionaux et départementaux, mais également avec les acteurs des projets culturels qui opèrent un rôle d'interface majeur sur les territoires. Initiatives locales, innovation sociale, éducation artistique, droits culturels, les dispositifs d'appui aux politiques culturelles ne manquent pas. Si la culture peut jouer un rôle de coopération, d'ouverture et de mise en lien de territoires ruraux, elle doit être mise en musique par et pour les territoires. Alors à mon sens, la culture est un outil qui participe à développer à faciliter la transition des territoires. Et l'idée, en tout cas nous, ce que l'on porte au niveau du commissariat, c'est surtout de faire avec les gens des territoires et que la transition soit acceptée et gérée par les habitants du territoire. Alors,
un projet culturel fabrique du territoire quand il ne le fabrique pas toujours. Une création hors sol, par exemple, ne suffira pas, mais quand un projet culturel associe la population à la production d'un projet, il fabrique du territoire parce que la vertu, la force peut-être première et particulière d'un projet culturel, c'est sa force symbolique. C'est que il produit un récit, quoi, pour les autres, pour les habitants de territoire et même au-delà. Et la production de ce récit, c'est ça qui fabrique le territoire. C'est parce que tout d'un coup, on se raconte quelque chose de ce qu'est ce territoire. Et ça, c'est la force particulière des projets culturels. Donc en fait, dans cette question de la transition, eh bien, en fait, ça réinterroge aussi les valeurs de la culture. Et dans ces valeurs de la culture, il y a des valeurs qu'on connaît bien, comme la valeur d'usage finalement, c'est-à-dire que la culture, de par la rencontre qu'on peut avoir avec les arts et les cultures, crée en fait de l'enrichissement individuel et de l'enrichissement collectif. Enrichissement individuel parce que ça nous apporte des connaissances, des savoirs, ça nous fait réfléchir sur le monde, et enrichissement collectif parce qu'on le partage avec d'autres, parce qu'on chante dans une chorale, parce que tout simplement on va au spectacle ensemble, ou qu'on va rediscuter d'un livre que nous avons toutes et tous lu. Une autre valeur, c'est la valeur de partage. Cette valeur-là, elle réinterroge un peu notre droit à la culture parce que cette valeur de partage, elle se partage politiquement avec d'autres champs de l'intervention publique. On l'a vu d'ailleurs par exemple ce matin avec l'éducation artistique et culturelle qui en effet va se partager avec la partie enfance-jeunesse, mais aussi tout au long de la vie. Et puis il y a aussi une valeur de partage finalement avec les personnes en elles-mêmes. C'est-à-dire comment des personnes dans un territoire finalement vont eux-mêmes être porteurs de culture et comment en reconnaissant cette dignité, on leur donne la capacité ou les capacités à pouvoir en effet être des acteurs culturels par eux-mêmes. Ça, c'est véritablement une nouvelle valeur qu'on pourrait appeler sous le nom de droits culturels, qui eux ne sont pas si nouveaux que ça, mais qui dans notre modèle français, en effet, apparaissent dorénavant, avec une vision un peu moins descendante, peut-être que la valeur d'usage, où on va produire pour des gens, une valeur un peu plus ascendante, une valeur de partage, où on va finalement produire par des gens. Puis il y a une troisième valeur, c'est une valeur productive. La culture, aujourd'hui, ça pèse plus lourd que l'aéronautique et l'automobile croisée. Ça pèse plus lourd, certes, pas forcément en produit intérieur brut et en logique de croissance, mais ça pèse plus lourd en termes d'emploi. Alors d'emplois précaires, mal payés, avec des statuts très différents, certes, mais ce sont quand même des emplois. Et ces emplois dans des territoires, notamment dans des territoires ruraux, eh bien, ils comptent énormément. C'est ce qu'on appelle la valeur d'estime, c'est-à-dire que finalement, alors on l'a réduit un peu à la notion d'attractivité. L'attractivité, ce serait finalement que la culture servirait à faire vendre du territoire. C'est le grand champ des métropoles aujourd'hui. Dans la logique des territoires ruraux, je préfère la valeur d'estime vue par la logique de l'hospitalité. Ça a été là aussi bien dit ce matin, notamment par la communauté de communes Ouest-Vallée de Creuse, c'est-à-dire globalement comment, et Xavier Creff le dit aussi sur l'attractivité, comment finalement pour que les gens ne partent pas, il faut qu'ils restent. Et pour qu'ils restent, eh bien, il faut qu'ils aient envie de construire quelque chose dont ils estiment eux-mêmes le territoire dans lequel ils sont et qui en effet peut-être faire venir d'autres personnes, mais qui ne vont pas venir simplement parce que c'est attractif et qu'il y a des propositions culturelles intéressantes, mais ils vont venir parce que c'est attractif, parce qu'il y a des gens avant tout qui sont eux intéressants. Tout ça, ça fait une valeur vaporeuse de la culture, c'est un peu sa limite, c'est-à-dire que finalement on a du mal à l'évaluer, mais cette valeur vaporeuse de la culture dans les territoires, c'est celle qui lui permet aujourd'hui d'être une vraie valeur d'existence et d'avoir un consentement à payer de l'ensemble. Et dans beaucoup de territoires ruraux, aujourd'hui, elle est appelée comme étant une dynamique extrêmement importante. Finalement, en interrogeant les transitions et la transformation des pratiques professionnelles, intervenants et participants ont permis de se rappeler qu'une politique culturelle, c'est avant tout une politique de société. Si la prise en compte de l'ensemble des dimensions culturelles de toute activité et dans toute politique publique ne semble pas faire débat, le caractère transversal de l'action culturelle peine encore à se concrétiser. Alors la culture, on va dire, a déjà sa place dans le renouvellement des territoires et continuera à l'avoir. Après, c'est comment on va travailler, comment les acteurs culturels, quels qu'ils soient, que ce soit des partenaires institutionnels, des acteurs, des structures culturelles, comment on va travailler ensemble sur les dynamiques territoriales, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient en termes d'économie, en termes d'accueil des populations. C'est comment
comment on place la culture comme un des éléments de la politique publique locale. De plus, l'enjeu démocratique porté par les droits culturels bouscule l'ingénierie et les postures professionnelles. Comment donner aux personnes qui habitent les territoires la capacité de déterminer ce qui fait sens pour eux et les accompagner dans la concrétisation de ce qu'ils souhaitent en termes culturels ? Voilà, on essaie de mettre en place des actions, et notamment des actions culturelles qui vont faciliter ces rencontres entre des habitants, des artistes, des élus, des techniciens, pour effectivement que les gens s'approprient leur territoire et participent ensuite au développement propre de leur territoire en le connaissant mieux. Derrière ces enjeux émerge la question des compétences permettant aux chargés de mission, gérant ces politiques, d'appréhender de nouvelles formes de mise en réseau, de partage de projets, d'animation, par et pour les territoires. C'est peut-être la définition de la culture au singulier qu'il faudrait relativiser. C'est-à-dire que si on reste dans un modèle de la culture comme autant d'enseignes napoléoniennes qu'on plante dans le territoire pour finalement venir abonder des éléments dans le territoire de culture et d'art, je ne suis pas tout à fait sûr qu'elle contribue véritablement à une dynamique territoriale. En revanche, si véritablement elle permet de fédérer des personnes qui habitent ce territoire autour de projets partagés qu'ils vont construire ensemble et avec un domaine public, c'est-à-dire dans une responsabilité partagée, telle que le définit la loi, si on voulait le dire comme ça. Et bien là, en revanche, je crois que c'est une vraie dynamique qui s'instaure, parce qu'il y a un phénomène d'appropriation, il y a un travail dans la profondeur du territoire. Les patrimoines, ça a été là aussi beaucoup abordé aujourd'hui, hein. C'est à la fois la profondeur de la coopération et puis ce carottage finalement de notre histoire et de notre empilage. Tous ces éléments-là contribuent en effet à des personnes qui, dans des grands facteurs de mobilité, ne se sentent pas propriétaires, mais se sentent copropriétaires d'un territoire avec le domaine public, ce qui nous emmène peut-être à redéfinir là où les cultures vers une logique non plus d'intérêt général public ou d'intérêt particulier, mais d'intérêt commun ou de commun avec un S, c'est-à-dire finalement de comment une communauté globale, avec un champ public et un champ privé ou personnel ou individuel, s'organise pour contribuer à un développement endogène de son propre territoire.